Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous recevoir chez vous à travers les médias leaders Tweet TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Une émission que j'anime avec la complicité avec les juges au siège. Bernard Bougma, bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour madame, monsieur. Alors, nous allons une fois de plus parler de l'épineuse question de la réconciliation nationale. Cette fois avec un acteur majeur de la scène politique nationale. Sa trajectoire et ses combats politiques sont intimement liés à l'histoire politique de notre pays. Il fait partie des premiers opposants au régime de Blaise Compaoré. À son actif, plusieurs propositions et concepts politiques. On peut citer entre autres la démocratie consensuelle, la trêve patriotique et citoyenne. On peut également parler du pacte transversal, mais avec lui ce matin, nous allons surtout parler de justice transitionnelle, mais ça sera après cette première transition, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Merci président. Mon avant-propos va concerner le décès d'Ahmed Bakayoko qui touche pratiquement presque tous les segments de la société ivoirienne. Donc que ce soit dans le domaine des affaires, dans le domaine du showbiz, dans le domaine de la politique, parce que là d'ailleurs c'était son domaine de prédilection, mais dans le domaine des médias, parce que aussi c'est un patron d'un groupe de presse, il y a tous ces segments-là qui sont touchés. En plus également d'être touchés, il y a aussi ce qu'on appelle les frères de lumière, c'est-à-dire les loges maçonniques, qui sont également touchés par rapport à sa succession, par rapport à comment est-ce que tout cela se passe. Ils ont d'ailleurs rendu leur hommage. Je disais un article sur Jeune Afrique et Afrique Intelligence également qui en parlait par rapport également aux questions de coulisses sur sa succession. Donc c'est un homme également qui aura eu accès à toucher, qui aura touché beaucoup de choses, dont la disparition également touche ces différents éléments-là. Donc les qualificatifs ne tardent pas. Donc c'est aussi ce monsieur-là qui était sur tout le front, comme je dirais. Donc sur tout le front, entre showbiz, entre affaires, entre médias, entre affaires politiques, mais aussi les connexions réseau. Donc c'est quelqu'un qui aura à 56 ans touché presque à tout, j'allais dire, pour pouvoir se forger une image, se tailler une place, comme on le dit, au soleil. Donc, mais après aussi, il y a cette tractation-là. Pour dire que c'est quelqu'un. En fait, ce que je veux dire ici, pour compléter ce qu'on avait dit, c'est que c'est monsieur aussi qui a touché presque à tout, je veux dire. Voilà, mais qui ne s'est pas gêné de pouvoir gravir les échelons partout où effectivement il a pu se tailler une place, parce que c'était quand même le grand maître de la grande loge de Côte d'Ivoire qui a affilié au Grand Orient de France. C'était ça mon avant-propos. D'accord, merci juge Bougma. Alors juge, voilà, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bonjour et bienvenue. Oui, merci président, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Moi, ce qui retient mon attention, c'est tout le débat qu'il y a autour des solutions, certaines solutions pour lutter contre la maladie à coronavirus, et c'est AstraZeneca qui est au cœur de beaucoup de discussions aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent la posture de la prudence. Il y en a qui regardent aussi le fait qu'il y ait eu déjà un processus qui soit enclenché et que les quelques problèmes qui ont été constatés, pour eux, au regard de la proportion, ne devraient pas inquiéter outre mesure. Mais vous regardez des pays comme le Sénégal, je pense qu'il y a 2 vaccins qui sont essayés là-bas, ils ont décidé de continuer. Mais c'est un débat qui est un peu lointain chez nous, alors que nous sommes dans la dynamique de vacciner nos populations. Et on se rend compte que de façon paradoxale, ça n'inquiète pas outre mesure, alors qu'on sera et où on est concerné d'une certaine façon. Et c'est souvent le problème de choses qui nous dépassent, ou bien de choses qui peuvent avoir un impact fort sur notre quotidien, mais qui bizarrement sur le continent ne fait pas forcément débat. J'ai rappelé la question ici du franc CFA qui est débattue en France et dans notre hémicycle ici. On a l'impression que ça n'intéresse personne. Et ça, c'est pas seulement burkinabé, un peu partout. Il y a des questions comme ça et on se pose la question de savoir est-ce que nous ne nous sentons pas concernés par ce qui peut toucher notre propre histoire, ou bien qu'est-ce qui se passe, ou bien nous ne voulons pas être maîtres de ce qui nous concerne. Donc je veux dire que c'est quelquefois le sentiment qu'on a lorsque des choses qui nous touchent sont débattues, mais très loin de nous. Et ça, je voulais le sortir en avant-propos.
Merci, juge Vaha. Merci également au juge Bougma pour ces clés de lecture. Alors, j'ai décliné un pan de l'identité de celui que nous avons convoqué aujourd'hui au tribunal de l'actualité, avec tout ce que j'ai dit en parlant des concepts comme la démocratie consensuelle, la trêve patriotique et citoyenne, et aussi parlant du pacte transversal. Vous l'aurez certainement compris. Notre invité est Herman Yamego, il est président de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez écouté les avant-propos des juges, c'est vrai. Votre parti aussi, le FASO autrement, et parlant aussi du rassemblement pour le sursaut républicain, ont co-animé une conférence de presse pour parler de la réconciliation nationale. Alors, les thèmes qui étaient retenus, c'est réconciliation nationale au Burkina Faso, un point de non-retour. Parlant de ces trois partis-là, ce sont les partis fondateurs, je dirais, de la CODER. Que devient cette structure-là finalement? Avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission de renom et d'avoir aussi pris comme thème la question de la réconciliation, un thème capital pour lequel beaucoup d'instances internationales demandent qu'il y ait de la communication pour en comprendre le concept. D'accord. Ce qui manque beaucoup, et c'est ce que vous faites actuellement. Donc, à ces deux titres-là, je vous remercie. Ok. Maintenant, au niveau de la CODER, nous avons pris une initiative qui a été difficile à l'époque. Parce que pour tout vous dire, la CODER est née à partir de la MACA. C'est quand j'étais à la MACA, qu'en pensant à la situation qui prévalait dans le pays, je me suis dit qu'il fallait, malgré les entraves, malgré les actions de certains groupes sociaux, la société civile, aller vers la réconciliation. Je m'en suis ouvert au cardinal, au président Jean-Baptiste, à l'ambassadeur des États-Unis qui était venu nous rendre visite sur l'incontournabilité de la réconciliation. Mais je ne m'en suis pas tenu là. J'ai travaillé en collaboration avec Léonce et d'autres, et avec Traoré, Amadou et Noël Yamego, à convaincre ceux qui étaient à l'extérieur de monter une structure qui allait lutter dans ce sens-là. C'est ainsi que la CODER est née. Et la CODER est née, on était quelques-uns à faire ce travail-là et à l'étendre à d'autres adhésions. C'est comme ça qu'on parle de parti fondateur de la CODER. Actuellement, nous sommes comblés dans la mesure où ce pourquoi nous avons lutté depuis des années est arrivé à être porté au niveau de politique d'État. Donc ça nous permet d'oublier un peu toutes les difficultés que nous avons traversées, les rancœurs et tout cela, pour nous mobiliser et apporter encore plus d'énergie à la réalisation de cette politique, de cet engagement du chef de l'État. Donc la CODER se trouve à un moment où elle dit qu'elle doit renouveler ses forces, ses ardeurs, pour faire en sorte que cette expérience-là n'échoue pas. D'accord. Nous allons revenir à la question de la réconciliation nationale et de la vision de Maître Herman Yamego sur la question. Nous sommes dans les généralités. Nous allons permettre au juge au siège d'adresser des questions à notre convoqué du jour. D'accord. Effectivement, en introduction, vous avez dit que c'est l'homme qui a forgé plusieurs concepts politiques au niveau du Burkina Faso en fonction, effectivement, de l'évolution de l'histoire politique de notre pays. Et effectivement, cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand on tient compte, en son temps, de la création du MDP au lendemain du 15 octobre jusqu'à maintenant. Donc, à chaque rebondissement de la scène politique, Maître Herman Yamego, ou Maître comme l'appellent ses partisans, a toujours en tout cas quelque chose à sortir. Mais bon, après ça marche, ça ne marche pas. Et après il a des problèmes avec ceux avec qui il a commencé. Pourquoi c'est comme ça? Bon, je pense qu'on aura l'occasion peut-être, si le cadre est défini comme le président Kaboré l'a promis, de discuter de tout cela. Mais pour le moment, je pense que il est peut-être un peu gênant de revenir sur certains faits du passé, d'égratigner certaines blessures pour ne pas compromettre le tracé qui nous est donné. Nous allons vers une réconciliation nationale. Si l'on revient sur toutes les embûches que nous avons eues, sur tous les coups bas, ça va peut-être un peu énerver ce processus. Sinon, ce n'est pas parce que je me défie.
Non, ce n'est pas parce qu'on veut écorcher la plaie, c'est peut-être aider à mieux nettoyer pour faire un bon pansement, parce que pour faire le pansement, il y a des douleurs qu'il faut accepter subir par rapport au nettoyage de ces plaies-là. En fait, je pose la question parce que MDP avec le Front Populaire, après, entre vous et Blaise, on dit ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. Au lendemain de l'affaire Norbert Zongo, c'était avec le collectif. Après, il y a eu rupture des bancs. On modifie pas l'article 37. C'est avec le Front républicain, avec ce qu'on a connu. Après, c'est la CODER. Et puis, au niveau de la CODER, il faut avouer aussi qu'il y a eu des difficultés aussi à l'interne. C'est pourquoi j'ai dit, à chaque fois, il y a des rebondissements. Ce n'est pas qu'on veut vous demander de ressasser un passé. Mais à chaque fois, il y a des rebondissements. On a l'impression que les processus dans lesquels vous rentrez ne vont pas jusqu'au bout. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est vous le problème ou c'est les autres? C'est normal, parce que quand on avance une idée en politique, il n'y a pas tout de suite l'adhésion. Il n'y a pas un ralliement unanime. Il y a toujours des gens qui s'y opposent. Quand on parle de démocratie consensuelle, il y en a qui estiment que la démocratie consensuelle, c'est un frein à la démocratie. Le consensus est antinomique de démocratie. Donc on a toujours des gens qui se battent pour cela. Et quand on parle de pacte transversal, il y en a qui disent mais non, il ne faut pas confondre les choses. Nous avons deux camps, nous avons le pouvoir, nous avons l'opposition. Il n'y a rien qui peut nous ramener à faire un compromis sur des questions essentielles. Bon, on est combattu. Et quand ça se retrouve au niveau du pouvoir même, et que ce sont les armes du pouvoir qui vous combattent, c'est difficile. C'est difficile. Je crois que ce sont toutes ces choses-là. Et puis une certaine propagande médiatique qui a amené aussi à cette conception. Sinon vous parlez de l'article 37 et tout cela. L'article 37... il n'y a pas quelqu'un au Burkina Faso qui a autant lutté depuis la Troisième République et tout cela pour la limitation du mandat que moi. J'ai lutté pour cela, même à la constituante pour la 4e République. Il y a eu un blocage à un moment donné, mais par rapport à ce que nous nous opposions, à ce qu'il y ait une ouverture totale des mandatures. Donc c'est pour dire que c'est une position constante. Mais arrivé à un certain moment même de l'actualité politique à l'époque, à la suite, je crois, de la crise Norbert Zongo, nous avions obtenu que le pouvoir entraîne une modification de l'article 37 pour confirmer la mandature à 2 termes. Le texte que nous avons pu obtenir, la rédaction que nous avons pu obtenir, était que le mandat est renouvelable une seule fois. Une seule fois. Donc on avait inscrit ça dans un document qui devait être voté par l'Assemblée. Dès lors que ça a été adopté à cette époque-là, on a applaudi et on attendait que l'Assemblée adopte ça pour prendre le champagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? À notre grande surprise, il y a des éléments qui sont allés, un commando entre griffes à l'Assemblée pour biffer ce passage-là et maintenir le texte ancien. Donc voilà, ce sont des choses comme cela. On connaît ceux qui ont fait ça, on connaît ceux qui sont à la base, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Mais l'opinion ne sait pas cela. Au niveau du Front républicain, nous étions de l'opposition, puisque le Front républicain avait des partis de la majorité et des partis de l'opposition. Nous sommes allés au Front républicain dans l'intention de lutter pour qu'on soumette la question de l'article 37 au référendum. Pour nous, le pays est divisé. Il y a une bonne partie, sinon la moitié, qui est pour qu'on déverrouille. Il y a une autre moitié qui est contre cela. Arrivé à ce terme-là, nous estimions, nous, à l'UNDD, qu'il fallait l'arbitrage populaire. Il fallait le référendum. Donc, quand les choses ont commencé, nous étions dans cette dynamique. Nous pensions avoir gagné cette option. Et le premier meeting que nous avions tenu d'ailleurs à Bobo-Dioulasso, et Assimi Kwanda et moi-même intervenions dans le sens du référendum par rapport à l'article 37. Nous avons encore ici été surpris à la dernière minute, à quelques 2 jours, d'apprendre que, après avoir eu l'apport d'un parti qui avait des élus, on a décidé de passer par l'Assemblée. Nous ne sommes pas au courant de cela. Que fallait-il faire? Dans le chaud du moment, certains ont dit de démissionner, d'autres ont dit non. Alors nous votons contre. Nous votons contre. Donc voici des choses qui se sont passées et qui expliquent peut-être des distanciations au niveau de l'opinion. Ok. Juge Var.
Oui, pour les généralités, on voit pour ce qui est de la CODER, c'est la première sortie post-élection. Et dans la dénomination même CODER, on sait que la réconciliation, c'est une question qui est chère. Je me rappelle qu'au départ, vous étiez 8 partis à fonder cette CODER-là, à être ensemble. Aujourd'hui, avec les chamboulements qu'on a eus, avec ceux qui ont passé la barre de l'opposition à la mouvance, la CODER, c'est combien de partis aujourd'hui? Qu'est-ce qui compose cette CODER-là? Avec ceux qui ont démissionné dans le temps, avec ceux qui sont partis à la majorité, avec ceux aussi qui ont été, je crois, exclus, la CODER a 5 partis pour le moment et 3 autres partis qui tapent à la porte. D'accord. Voilà la situation actuelle de la CODER. D'accord. Donc vous avez. Ok. Alors moi j'ai peut-être une question de généralité. Vous avez décidé de ne pas prendre part aux élections couplées de novembre 2020, estimant que les conditions n'étaient pas réunies. Avec le recul, est-ce que cette politique, la chaise vide, était indiquée? Sur cette question, j'étais formel. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit en tant qu'opposant. Je reste rivé sur mes convictions. Les critiques que j'ai eu à faire, je m'en tiens toujours à ces critiques. Jusqu'à la veille des élections, j'ai co-signé avec d'autres éléments de la société civile, d'autres partis, une lettre adressée au président du Faso pour lui demander de reporter les élections et de les organiser dans d'autres conditions. Voici ma position. Mais j'ai constaté que sur le terrain, il n'y a pas eu une politique conséquente de la part de beaucoup de partis. J'ai constaté que même au niveau de l'opinion, beaucoup ont adhéré au processus électoral sans en mesurer tous les pièges. L'élection s'est tenue. On a vu comment il y a eu des ralliements. On a vu comment des gens sont allés féliciter. On a constaté tellement de choses que moi, j'en suis à me dire que s'il y a des critiques à faire par rapport à nos convictions exprimées avant la consultation, c'est à l'endroit de tout le monde. C'est à l'endroit même du peuple. Donc, mettons de côté ces critiques-là. Ne nous enterrons pas, ne nous enfermons pas dans ces considérations, puisqu'il n'y a même pas eu de procédure, et c'est la première fois, si je ne me trompe pas, dans l'histoire électorale de Burkina Faso, il n'y a même pas eu de procédure en justice. Il y a eu une adhésion totale. Donc, je me dis, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Je m'en tiens maintenant à quelque chose d'aussi important pour moi dans ma vie politique, c'est la question de la réconciliation nationale. Donc, puisque ça a été lancé, puisque ça a été proposé à la limite comme politique d'État, c'est ça qu'on va voir. Et évoluer même, si Dieu le veut, vers un compromis historique pour pouvoir faire en sorte que ça aboutisse. Moi, je renchéris sur la question du président. Il parle de la politique de la chaise vide. Moi, c'est pas ça forcément le problème, mais c'est que les consultations électorales et les résultats qu'obtiennent les partis sont pour nous un genre de photographie de ce que ces partis-là pèsent ou bien de leur santé. L'UNDD, à part lorsqu'on vous a quand on parle de l'UNDD dans la colonne, c'est Maître Eman Yameogo et ses déboires avec la justice, et ça très souvent. Donc, la vie même politique du parti, à part le positionnement sur certaines questions, on ne sent pas cela. Comment se porte ce parti-là? Ce parti-là se porte bien à travers ses idées. Vous voyez, vous m'invitez aujourd'hui autour de la question de la réconciliation nationale. C'est pas pour zéro. Les partis aussi, c'est par rapport à ça. Un parti nouveau que par sa capacité de proposition, par son action conceptuelle, son action aussi idéologique sur le terrain. C'est ça aussi le plus important. Mais je me dis que vous voyez aujourd'hui la démocratie à travers l'Afrique et à travers le monde a besoin d'être repensée. Elle a besoin que beaucoup de cadres, beaucoup d'élites en repensent les termes pour permettre qu'elle soit moins dévoyée, qu'elle soit moins caricaturée. Moi, ça fait depuis l'époque de Blaise Compaoré que je ne me présente pas aux élections. Depuis l'époque de Blaise Compaoré, j'ai tiré un trait sur la démocratie. Je me suis dit que dans les conditions actuelles en Afrique, c'est difficile d'aller à la démocratie. La démocratie est piégée par le populisme. La démocratie est piégée par ceux qui sont au pouvoir pour s'y maintenir. Donc c'est un jeu de dupes. Donc depuis longtemps, je ne me présente pas.
Et une dernière consultation m'a demandé de me présenter, je me suis mis dernier de liste. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Mais quand c'est ainsi, est-ce qu'on n'a pas du mal à structurer outre mesure son parti? Parce que souvent, les personnes y viennent, c'est vrai, pour les convictions, pour les idées, mais pour obtenir aussi des moyens d'impacter à travers des fonctions ou des postes auxquels ils vont pouvoir accéder. C'est une conception qui se répand actuellement, qu'il faut faire de la politique pour profiter des rouages de l'État, pour faire de la politique pour se renflouer financièrement. Tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a une corruption qui se dégage partout. Pour avoir un militant, pour tenir une activité, il faut débourser. Moi, je trouve que ça participe de la corrosion même de la démocratie. Moi, je trouve qu'il y a quelque part de la conviction des idéaux qu'il faut réhabiliter dans la politique si on peut aboutir à une gouvernance plus équilibrée. D'accord. On va peut-être parler du thème principal, la réconciliation nationale. Tout à l'heure, vous êtes revenu sur la genèse de la création de la CODER, une structure qui a été créée en 2016. Vous parlez de réconciliation nationale à son temps. Vous estimez que les esprits n'étaient pas assez préparés pour cela. Avec le recul et avec le ministère plein qui a été dédié à cette question-là, est-ce que vous estimez que l'histoire vous a finalement donné raison? Parfaitement. Et je suis au nombre de ceux qui sont exalté, parce que quand on fait le point de l'histoire nationale par rapport à la question, il y a eu des moments dans notre vie nationale où il y a eu des actes de réconciliation, des actes d'amnistie. On a poursuivi la réconciliation par des amnisties ciblées sur des personnes ou sur des groupes. C'est ainsi que moi-même j'ai bénéficié d'une amnistie de la part du président Sangoulé Lamizana dans les années 67-68, non, plutôt 78. Il en a été de même de mon père à l'époque de Blaise Compaoré. Mais c'était toujours ciblé sur des personnes ou des groupes de personnes. Aujourd'hui, on en revient à une proposition qui dépasse ces cadres-là. La réconciliation interpersonnelle, et qui vise même toute la société, tous les éléments de blocage qui peuvent avoir lieu dans une société et qui crispent et qui portent atteinte à la cohésion sociale et nationale. Donc on met ça sur le tapis pour dire qu'il faut ce type de réconciliation qui n'est pas seulement limité aux hommes politiques, qui n'est pas seulement limité à Blaise Compaoré, à Zida, mais à toutes ces questions-là au plan national. J'ai dit, mais ça, c'est la première fois que nous avons ça au Burkina Faso. Et je me dis, c'est suffisant en tout cas pour qu'on s'y engage, parce que c'est un cas même qui peut être à l'origine, sinon d'une action révolutionnaire, en tout cas d'une refondation nationale. D'accord. Juge Bouma. Oui, tout de suite en introduction, quand il parlait de l'élan de la réconciliation, il a parlé de pouvoir trouver un compromis, voilà, historique. De quoi est-ce que ce compromis-là pourrait renfermer? Ouais, c'est vrai, je me dis tout à l'heure, il relevait certains concepts que je lançais comme cela à certaines occasions. Moi, honnêtement, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, là, quand on considère la situation dans laquelle se trouve le pays, les différents enjeux collectifs qui se posent à nous, au niveau sanitaire, au niveau du terrorisme, au niveau social, à tous les niveaux, je me dis que la réconciliation nationale est venue comme une occasion pour nous d'essayer d'aborder toutes ces choses-là dans le cadre d'une union sacrée et de trouver des solutions par la mobilisation commune. Donc je me dis que ce sont des moments comme cela dans la vie d'une nation où on peut mettre de côté ces récriminations, ces revendications particulières, idéologiques, politiques, pour axer les efforts sur l'essentiel. Donc je me dis, ça vaut un compromis particulier. Des pays avant nous l'ont essayé. En Italie, on a vu ça. Dans d'autres pays, on a vu. Mais nous, là, si nous arrivions à porter, à la suite de la proposition du président Kaboré, un compromis patriotique national, ça constituerait un espoir de sursaut national. Mais en y pensant, en y parlant, est-ce que vous pensez à une quelconque forme de compromis vous-même? Je me dis qu'au niveau, si ça va jusqu'au bout, si ça va jusqu'aux consultations élargies, comme le président Kaboré l'a dit, si ça va jusqu'au dialogue national, il peut en résulter, à ce stade-là, un compromis, une sorte de pacte national de développement et tout ça. Le terme, on le trouvera à la suite, de manière collective, consensuelle, pour pouvoir nous concentrer sur les grands problèmes nationaux.
encore une fois, la réconciliation, le retour de Blaise, tout ça, ces questions-là, ce n'est qu'une partie de la question globale de la réconciliation nationale. Lors du premier mandat du président Kaboré, vous aviez entrepris de rapprocher les deux, le président Roch et le président Blaise Compaoré. Le projet semble n'avoir pas abouti. Qu'est-ce qui a coincé? Ce n'est pas sûr que ça n'a pas abouti, parce que je viens d'un déplacement en Côte d'Ivoire où j'ai vu le président Compaoré. Mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler en conclusion, si jamais l'occasion m'est donnée de donner le mot de la fin. Mais seulement je veux dire qu'à l'époque là, c'est peut-être parce que les fruits n'étaient pas mûrs. Il y avait beaucoup de... Quand une idée n'arrive pas à terme comme ça, il y a beaucoup de réticence, il y a beaucoup de peur, il manque certaines garanties. Pourtant, il y avait des gages de bonne foi qui étaient donnés de part de Blaise Compaoré et du président Kaboré. Oui, mais vous voyez aussi, il n'y a pas que... Il y a l'entourage. Il y a l'entourage. Et ces gages de bonne foi aussi, ces gages pour rassurer, pour apaiser, il fallait les partager dans l'entourage. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'en son temps, il y a eu des freinages. Ce sont les entourages qui n'ont pas facilité la tâche, ou bien vous, oui. après recul, vous vous êtes rendu compte que le goulot d'étranglement était véritablement à quel niveau? À mon niveau, c'est dans l'entourage. Je ne peux pas cibler telle ou telle personne, mais c'est dans l'entourage qu'il y a eu ces opérations de freinage. L'entourage qui estimait, qui n'était pas en confiance, qui estimait qu'il fallait beaucoup plus de garanties pour pouvoir aller jusqu'à ce qu'on demandait. D'accord. L'objectif final était quoi? L'objectif final, c'était, encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'occasion est là. C'est la troisième fois que vous dites qu'on aura l'occasion, alors qu'on a l'occasion. Oui, mais je trouve qu'il y a des moments plus indiqués pour en parler. Et moi, j'avais inséré ça dans mon mot de la fin. Un mot de la fin qui est une adresse au président Roch Kaboré, en même temps qu'à Blaise Compaoré. Bon, mais si vous voulez, on peut y aller aussi, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, mais on va permettre à Juge Vara de vous adresser une question. Oui. Quand on vous écoute très souvent, ce qui est intéressant, vous y allez cacher. Il y a beaucoup qui défendent la question de justice classique. Vous proposez quelque chose d'autre, un autre type. Vous parlez de justice traditionnelle. Vous avez écrit même un livre là-dessus, si ce n'est même d'ailleurs une série, parce que je me rappelle, j'étais à une de vos dédicaces. Et la dernière fois, lors du point de presse, vous disiez quelque chose, la réconciliation est un phénomène permanent, un phénomène dont la société a besoin. Et vous dites, elle est individuelle, elle est donc sociale et étatique, et que la question de la justice classique, c'est pas la dimension qui pourrait régler tout. Étayez-nous un peu, parce que c'est un peu le nœud de ce que vous proposez. Peut-être expliquer cela et puis on pourra y aller. C'est une question de fond. Parce qu'au début de la naissance de la justice transitionnelle, c'était pour un cas bien précis. C'est après la Seconde Guerre mondiale, on s'est retrouvé dans un contexte où il y avait des millions de morts, des faits extraordinaires dont on n'aurait même pas pu imaginer l'homme capable. Et il n'y avait pas de structure judiciaire à l'époque là, capable de juger de tels faits. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, comment juger des milliers, peut-être même des centaines de milliers, des milliers de millions de gens impliqués dans les infractions, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Japon, en France, ou même ailleurs, des gens qui ont collaboré au nazisme, avec les acteurs principaux et tout cela, qui sont complices et tout. Comment faire dans les conditions normales de la justice, là, qui tabler sur l'égalité, les principes d'égalité, pour attraire tous ces gens-là devant des juridictions? Non. Là, la justice traditionnelle est née à ce moment-là pour sélectionner ceux qui seront jugés. C'est ainsi qu'on s'est cantonné sur les premiers responsables et qu'on a laissé tous les autres. Ce qui ne se fait pas dans une justice classique. Au début, c'était comme ça. Mais après, la justice traditionnelle a évolué pour voir les problèmes qui se posaient dans la société. Des problèmes globaux, des problèmes qui intéressent le secteur politique, le secteur social et tout cela, la démocratie. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à considérer que pour la bonne marche des collectivités organisées, il fallait qu'il y ait toujours le pardon, la réconciliation. Vous voyez, depuis que l'humanité existe, là, on est arrivé à ce stade-là pour institutionnaliser la réconciliation. Donc, et il y a eu adoption
au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'OIF, au niveau de l'Union africaine, de textes consacrant la justice transitionnelle. Donc, moi je tire la conclusion que c'est bien d'œuvrer pour la réconciliation dans des cas ponctuels, mais comme les conflits sont permanents dans une société, ça se renouvelle. La société marche sur la base des conflits, réconciliation, conflits, réconciliation. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas créer une institution en national et même en international consacrée à cette question de la réconciliation? Ça nous permettrait de mieux anticiper les problèmes que nous vivons. Donc, c'est de cette idée-là que nous avons parlé la dernière fois à la conférence. Alors peut-être vous parlez de pardon, mais est-ce qu'on peut véritablement pardonner sans savoir ce qui s'est passé? Parce qu'à vous écouter, vous ne croyez pas au triptyque vérité, justice, réconciliation. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que certains estiment que votre concept est une prime à l'impunité? Vous savez, quand on voit tous les pays qui ont expérimenté cette forme de justice transitionnelle, qui ont donné comme contrepartie à la réconciliation, la vérité. Quand on voit ça dans tous ces pays-là, où il y a eu ce troc, vérité, réconciliation, il y a toujours eu des contestations. Ce n'est pas spontanément que les gens ont adhéré à cela. En Afrique du Sud, ça s'est vu. Timor oriental, ça s'est vu. Au Canada, un peu partout, ça s'est vu. Au Mali, ça s'est vu. Mais ce n'est pas pour autant que l'idée n'avance pas. Et dans le contexte mondial, là, c'est ça qui prime. Et on va même au stade, pour un peu rejoindre une de ces questions, on va même au stade où on se dit que la justice transitionnelle doit renouveler la justice classique. Au-delà de n'être là que pour régler des problèmes issus de tensions, de guerre, elle doit être la base d'une nouvelle conception de la justice. Donc, ça avance, ces critiques existent, mais ça avance. Et puis il y a aussi des moments où il faut être réaliste. Il faut parler terre à terre. Dans la gestion des États, il y a des moments où, dans l'intérêt national, il faut mettre de côté certaines infractions. Ça, c'est la raison d'être même de la nation. Vous voyez la Seconde Guerre mondiale, quand un pays est en conflit, il y a un état de guerre, un état d'urgence, il y a un état qui se crée, un État qui est limitatif des libertés publiques et démocratiques. Parce qu'on se dit, on peut mettre en berne ces libertés-là pour pouvoir sauver l'essentiel. Même chez nous, pour des questions sanitaires, pour les pandémies sur la Covid-19, autre chose, on prend des mesures exceptionnelles parce que c'est nécessaire, ça nous prévient, ça nous arme pour pouvoir lutter contre un danger qui est encore plus grand que ce que l'on a en main. Donc, c'est pour cela que je me dis que dans la vie des nations, il faut évoluer vers cette compréhension des choses. Ça se confirme tellement aujourd'hui que ce qui est extraordinaire, de mon point de vue, c'est qu'au niveau même des Nations Unies qui est aussi un centre de défense des droits de l'homme, on appuie cette politique. On l'appuie à fond. Il y a même des ONG qui sont constituées pour pouvoir financer des processus de justice transitionnelle. Et on va même jusqu'à déclarer qu'au-delà de tout ce qui se fait au plan national, il faut maintenant aboutir à la réconciliation entre l'homme et la nature. On considère que les menaces qui pèsent sur la nature, là, il faut mettre en avant la réconciliation pour pouvoir y faire face. Donc je me dis, il ne faut pas badiner avec ça. Okay. Moi, je viens sur le principe même de cette justice transitionnelle-là, parce que depuis, c'est pas aujourd'hui que je vous écoute là-dessus, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un pan sur lequel vous mettez beaucoup plus l'accent que l'autre. La justice transitionnelle ne veut pas dire forcément que la justice classique, elle est écartée. Non. La justice transitionnelle, c'est une gamme qui permet un savant mélange entre cette approche judiciaire-là et non judiciaire pour régler les legs de violation des droits de l'homme dans des proportions quand même assez importantes. Mais quand vous regardez cette justice transitionnelle-là, elle a quand même des objectifs et puis des bases. Il y a la question de la responsabilisation, la question de la reconnaissance des faits pour parvenir à quoi? Au pardon et donc à ce que nous voulons comme solidarité nouvelle et tout.
Et le deuxième aspect qu'il faut, c'est celui d'impacter de sorte à ce qu'on ne revive pas cela. Donc, il y a l'aspect leçon. Donc, il y a une justice qui doit faire aussi son travail. On a l'impression, quand on vous écoute, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on devra passer par perte au profit. C'est ce qui fait peur à beaucoup de Burkinabés lorsque ils écoutent aussi Herman Yameogo. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut? Et je me rappelle que lors de votre point de presse, vous disiez, il faut être clair, on ne peut pas retourner jusqu'à certains crimes de la période de l'indépendance où des personnes ont perdu la vie et tout. Donc il faudrait qu'on accepte clairement qu'il y a des crimes qu'on ne pourra pas gérer. On a l'impression à chaque fois qu'on vous entend qu'il y a des zones sur lesquelles vous ne voulez pas qu'on aille alors qu'il y a des victimes. Il y a eu des victimes, il y a des parents des victimes qui attendent d'être consolés. Non. Une chose est claire, en ce qui concerne la justice transitionnelle, il n'y a pas un seul mode d'exécution de la justice transitionnelle. On est d'accord. Voilà, ça varie. Dans certains pays, on donne des pouvoirs juridictionnels à la commission. Et la commission peut juger. La commission peut aller même jusqu'à l'amnistie. Dans certains pays, il y a deux commissions. Une commission qui n'a pas ses compétences juridictionnelles et une commission qui l'a. Dans certains pays, on essaye d'harmoniser les deux. Comme à Timor oriental, comme à Sierra Leone, on s'est dit, bon, on met en place une justice traditionnelle qui opère au nom de certaines modalités, mais à côté, il y a la justice classique. On peut, pour certains cas, qu'on ne règle pas par la justice traditionnelle, les renvoyer devant la justice classique. Il y a ça. Mais de plus en plus, la tendance lourde, là, c'est au remplacement de la justice classique par la justice transitionnelle. C'est ça. Les choses vont très vite en matière de justice transitionnelle. C'est ça le changement. Sinon, je n'occulte pas la question de la vérité, ni la question de la justice. J'appelle à la logique des uns et des autres. Lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'un conflit avec la victime, avec l'auteur, qu'on les met face à face, qu'il y a une contradiction, un échange entre eux, que la victime écoute l'auteur du crime, qui finit par reconnaître, oui, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui raconte tout devant la victime, et qui demande pardon. Les circonstances de l'infraction bénéficient d'une information en direct. On connaît la vérité. Donc la vérité est là. On n'a plus besoin de convoquer des témoins, de faire des procédures, on n'a plus finir directement. Et devant le peuple, la retransmission par la télé et tout cela, on assiste à un jugement. Maintenant, l'État prend en charge les réparations, parce que c'est ça aussi un procès, savoir la vérité, et puis aussi avoir des réparations. L'État prend en charge la réparation. Qu'est-ce qu'il y a? Le jugement est fait. Mais attention, si on voit dans la justice, on attrape le bonhomme, on le condamne, ou bien on fait ce qu'il a fait à l'autre et tout cela, c'est la vengeance et tout cela, ça c'est autre chose. Il ne faut pas qu'il y ait des haines, des volontés de vengeance qui se cachent derrière cette récrimination par rapport à la lutte contre l'impunité. Ce n'est pas la justice transitionnelle, il y a la vérité, il y a la justice, il y a la réparation. Et une dernière question dans la série que j'avais, c'est que pour certains aussi, justice traditionnelle, oui, mais c'est que ça se fait au regard de proportion de ce qu'on a vécu dans notre histoire récente ou passée, où le legs de l'irrespect ou du dépassement ou de la question des droits de l'homme s'est fait avec une violence telle et puis dans une proportion telle que vous parliez de guerre par exemple, ou d'affrontement, quand on prend le cas de certains pays, où c'était vraiment grave. Alors que le cas burkinabé, pour beaucoup, il y a des individus, il y a eu peut-être quelques communautés, quand on prend le cas de Yégou, mais on n'est pas dans la même proportion que certains pays ont vécu pour aller à une justice traditionnelle. Et que le classique aurait pu permettre déjà d'élaguer les choses. Moi, il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. Je veux dire que si le président Compaoré, qui a été indirectement par le canal de son père, lié à la Première République et qui a vécu la succession, la quasi-succession des régimes de ce pays au point d'en être président de façon aujourd'hui. Le président Kaboré. Le président Kaboré, plutôt. S'il arrive aujourd'hui à hisser l'amnistie en politique d'État, ce n'est pas pour rien.
Si on voit que dans beaucoup d'États, et même parmi les plus puissants, on arrive à en faire de même, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est pour dire que, deuxièmement, il faut avoir une certaine considération pour les morts. Parce que la peine qu'on éprouve pour les compatriotes qu'on a perdus, ça ne se mesure pas par le nombre, mais par le fait. Si l'on va depuis l'indépendance, si on passe par la révolution, si on passe par tous les régimes qui se sont succédés, il y a eu des morts. Et des événements graves. Au-delà des morts, il y a eu des violences, des incendies de maisons, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont posés, qui entraînent beaucoup de frustrations graves. Ça là, c'est suffisant pour qu'on engage une politique de réconciliation, pour qu'on apaise les cœurs et qu'on exprime de la compassion vis-à-vis de ceux qui sont disparus. Mais que certains compatriotes, on les entend dire, mais nous ne sommes pas l'Afrique du Sud, effectivement on entend ça, nous ne sommes pas tel pays, mais ce qu'il y a déjà là, nous devons être vraiment regardants pour cela et montrer de la compassion pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont partis. Et donc c'est ça qui doit nous amener, au moins, à engager une telle politique d'amnistie dont le président a montré les quelques aspects qui sont importants, qui nous préservent au moins de retourner à cette situation. Vous le soulignez, vous le disiez aussi, la justice transitionnelle, c'est pour se pencher sur des questions qui existent actuellement, mais c'est pour aller au-delà, se pencher sur des questions socio-économiques, sur des questions relatives à la mémoire, et pour ne pas revenir au fait du passé. Si déjà nous, au Burkina Faso, on pouvait sortir de ce processus de réconciliation-là, être garanti de ne pas revenir au fait du passé, c'est le pays qui en profite. D'accord. Juge Bougma. Oui, justement, en fait, ce qui crée l'incompréhension, ici ce matin, Maître est en train d'expliquer clairement comment est-ce que les choses se déroulent. Bon, c'est parce que, effectivement, même le chef de l'État dans son adresse, soit que ce soit le jour de son investiture, ou bien lors de son discours, son message de fin d'année, il a dit pour lui, on ne saurait occulter les questions de vérité et de justice dans le processus de la réconciliation. Il n'a pas de justice traditionnelle, il n'a pas de justice classique, mais il parle du processus. Sauf que ces derniers temps, quand on entend les acteurs politiques, beaucoup ne parlent que de réconciliation et escamotent, pour ne pas dire, quand vous parlez de vérité, justice, c'est comme si certains ne veulent pas en entendre parler. Donc c'est ce qui fait que, effectivement, il y a confusion. Il y a confusion, mais ce sont ceux qui sont en charge de ce dossier-là qui doivent effectivement faire comprendre les choses. Donc, justice transitionnelle, il faut aller à la réconciliation, il ne faut pas aller. Et puis les Burkinabés aussi dans le passé récent, dans les années 2000-2001, on a vu ce que le processus de réconciliation a donné, avec toute la mobilisation, toute l'organisation qui a eu lieu. Ça a été sanctionné d'ailleurs par un rond-point qui est à la Patte d'Oie, rond-point des droits humains. La journée était fériée, le 30 mars c'était férié, et puis bon, Blaise Compaoré tombe, et puis ça s'arrête là. Le processus n'a pas abouti. Alors qu'on a dépensé beaucoup pour arriver à un tel résultat. Et en son temps, ceux qui n'étaient pas d'accord ont été taxés d'hommes qui n'aimaient pas le Burkina. Alors parce que, comment on appelle ça, la vérité, c'est la vérité. La justice, c'est la justice. Donc quand ces choses ont été escamotées, le résultat ne pouvait pas être autre. Donc il y a des Burkinabés également qui ne veulent pas qu'on revive les mêmes choses. Et donc, passer par un schéma où, effectivement, les familles des victimes, ou les victimes qui portent les séquelles dans leur cœur et dans leur âme qui vivent toujours, et sur leur corps qui vivent toujours, puissent effectivement entendre, et comme on appelle ça, les coupables s'exprimer, et puis comme vous l'avez dit, pour qu'on puisse avancer. Sinon, je suis d'accord que la justice classique aussi a ses limites, comme toute œuvre humaine. Le procès du putsch, est-ce que véritablement on a connu la vérité? Posons-nous la question. Mais aujourd'hui, il y a un appel qui a été fait. Il y en a qui ont interjeté appel, ce n'est pas encore vidé, ils sont toujours détenus. Mais c'est la justice classique. Il y a combien de dossiers qui n'ont pas été élucidés? Maintenant, quelle forme trouve pour qu'on puisse se dire la vérité et avancer? Ça, je pense que c'est un élément fondamental, et c'est sur ces choses-là maintenant que le Burkinabé tourne. Et ça, c'est un commentaire que je fais, quoi. C'est pas une question. Donc il y a une certaine méfiance qui est là, mais qui est fondée.
qui est fondée quant à pouvoir connaître la vérité par le biais de la justice classique ou par le biais de la justice transitionnelle. Voilà, parce que vous avez des gens qui vous disent également que quand la justice commence à prendre les qualificatifs, ça devient compliqué. D'accord. Alors peut-être pour préciser aussi une autre question, vous avez parlé du cas sierra-léonais, ce qui s'est passé au Timor, l'Afrique du Sud, mais finalement pour le cas burkinabé, c'est vrai que vous expliquez des choses, mais pour beaucoup c'est toujours une vue de l'esprit. Qu'est-ce qu'on prend comme, je dirais, mode opératoire pour le cas burkinabé? Vous regardez, vous suivez comme il a dit. Les propos, le discours du président Kaboré au moment de sa prestation de serment. Quand vous écoutez ce discours-là, qui parle d'amnistie, mais il en parle dans des termes qui nous situent dans le contexte de la justice transitionnelle. Il n'a pas prononcé le mot. Mais quand il dit que c'est une justice qui doit aller loin dans le passé, juste dans les années 60, une justice qui doit avoir les questions sociales, économiques, une justice qui doit avoir les valeurs. Quand il parle de toutes ces choses-là, dépassant même le cadre interpersonnel, c'est vrai qu'il y a ça, mais il a englobé toutes les questions de la société. Que fait la justice transitionnelle si ce n'est pas ça? C'est parce qu'il n'a pas dit le mot. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'amnistie et tout cela. Comme il a dit, on situe ça dans quel contexte? Quelle est la procédure? Quelle est la dynamique? Exactement. Donc, c'est ça le vrai problème. Ça ne doit pas se faire dans l'air comme ça, on ne sait pas. Donc, mais encore une fois, il a dit quelque chose qui m'a vraiment impacté. Il a dit qu'il y aura de larges consultations nationales, sans exclusive. On va aller à un dialogue. Et c'est de là que va ressortir la procédure, la voie à suivre pour mettre en œuvre cette amnistie. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait parce que ça associe tout le monde. C'est inclusif. Ça n'en fait pas une chose qui est imposée d'autorité. Et c'est par ce moyen-là que nous allons éviter de tomber dans les critiques du passé. Il y a des expériences passées pour la réconciliation, pour l'amnistie et tout cela. Mais comme je le disais, ce sont des expériences qui ont été appréhendées du point de vue politique et ne concernant que certains aspects. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et pour ne pas retomber dans les mêmes critiques-là, la stratégie qui a été élaborée par le président, c'est ça qu'il faut suivre et donner du corps, donner de l'âme à la réconciliation et ne pas nous laisser dans le flou. D'accord. Peut-être une autre question. Aujourd'hui, beaucoup estiment que beaucoup de dossiers sont liés à des violences liées à la politique, à ce qu'on a connu au Burkina Faso. De ce fait, le choix d'un politique pour conduire la réconciliation nationale est assez risqué. On aurait pu choisir parmi les religieux. Quelle est aujourd'hui votre lecture? Et ça me permet de vous demander ce que la CODER a comme, je dirais, lien ou relation avec Zéphirin Diabré, parce que vous avez des propositions. Est-ce que vous êtes déjà rencontrés? Est-ce que ces propositions sont sur la table du ministre? C'est-à-dire que depuis bientôt, je crois, 3 ans, nous avons étudié toute la question et au lieu de ne faire que parler, nous avons fait un mémorandum. Ce mémorandum, nous sommes allés en délégation le remettre au président Kaboré. Nous l'avons remis à l'époque au président de l'Assemblée, le Premier ministre aussi, Anna. Donc à ce niveau-là, le travail est fait. Et s'il arrive au président Zéphirin de vouloir avoir l'avis de la CODER, c'est peut-être ce document qu'on va lui envoyer avec peut-être d'autres conseils, d'autres suggestions. Et parmi les suggestions qu'on fait, c'est de prendre garde au niveau de l'opinion à ne pas apparaître comme le concepteur et l'acteur principal qui va mettre en œuvre la réconciliation. Ça, c'est dangereux parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui a pensé à ça, qui a donné des lignes et qui a montré que c'est à la suite d'un dialogue national que le tracé de la réconciliation aura lieu. Donc, c'est cette ligne-là aussi qu'il faut respecter. Alors, vous avez peut-être... Oui, allez-y. Oui, justement. Vous dites, c'est important que pour le ministre d'État, il sache qu'il y a quelqu'un au-dessus qui implémente cela. Et vous le dites, il y a une recommandation même que vous faites, parce que vous le recommandez donc au ministre d'État, Zéphirin Diabré, d'user de toutes ses compétences et affinités personnelles avec le président du Faso pour l'exhorter à être le déclencheur autant que le garant de cette réconciliation par des gestes préalables de concorde nationale. Et vous rappelez même le cas de Nelson Mandela, qui est allé lui-même et qui on va dire, qui a consulté les gens, qui est allé là où il fallait, rencontrer les personnes qu'il fallait. Vous pensez que jusqu'à présent, le président Roch n'a pas encore pris cette cape-là et qu'il faille encore l'en convaincre? Vous savez, pour cette question-là, nous l'abordons en tout cas
au-delà de toute considération partisane et personnelle. Au stade où nous sommes arrivés dans notre vie en politique, c'est peut-être une occasion énorme qui va récompenser l'action que nous avons menée aussi en politique si cette réconciliation est menée à son terme. Donc nous n'entendons pas voir qui que ce soit dévier ce processus qui est engagé. Alors nous disons qu'il faut que le président Compaoré soit aussi à la bourre, qu'il monte au filet. Et on a cité le cas de l'Afrique du Sud parce que... Le président Kaboré. Le président Kaboré. Ah, d'accord. Ouais. On a cité le cas de l'Afrique du Sud en disant que, vous voyez, à un moment, c'était difficile. Quand les gens ont vécu ce qu'ils ont vécu en Afrique du Sud et qu'on vient leur dire avec les Blancs, c'est la même chose et tout cela, il y en a qui pensaient les jeter dès l'indépendance à la mer. Mais c'est lui-même qui allait de maison en maison, qui allait même au niveau de l'antre des racistes pour leur dire il faut cela. Donc chez nous aussi, il y a un moment où ça doit venir parce qu'il a pris des engagements au moment de son serment, disant dans les 6 mois certaines choses vont se passer. Bon, nous sommes pratiquement à 3 mois et ces choses sont tellement importantes qu'il a annoncées qu'on a des craintes que l'on dépasse les délais. Et nous savons aussi qu'il y a des politiques qui en sont à demander d'allonger les délais peut-être jusqu'à la fin de l'année, tout ça. Ce sont des méthodes qui vont peut-être courir le risque de faire retomber le soufflet. Il faut encourager plutôt le président à respecter ses engagements, à rester sur sa parole. Il faut travailler à lui donner ces éléments-là. Parce que cette fois-ci-là, si ça échoue, ce n'est pas seulement le ministre d'État qui aura échoué, c'est lui. Et puis c'est nous tous. On ne va pas trouver les moyens. Vous avez encouragé le président Kaboré d'avoir eu cette vision-là, de mettre la réconciliation nationale au cœur de sa politique, en tout cas pour ce dernier mandat-là. On sait ce que vous attendez de lui, mais qu'est-ce que vous attendez des anciens chefs d'État, notamment Blaise Compaoré, dans ce processus-là? Bon, moi, j'attends peut-être que chacun y contribue. Bon, je pense que chacun ceux qui ont géré le pays connaissent certaines réalités, ils peuvent participer à l'élan général. Moi, je sais en tout cas par rapport à Blaise Compaoré que j'ai vu la dernière fois, qu'il était dans de très bonnes dispositions. Bon, moi, j'ai eu le président Kaboré au téléphone il n'y a pas longtemps, à l'occasion d'une question personnelle, vis-à-vis de laquelle, une question personnelle familiale, vis-à-vis de laquelle il a montré de la compassion, pour l'en remercier et puis lui dire que j'adhère personnellement à cette politique de réconciliation. Donc je suis déjà un converti de longue date, donc il connaît ma position là-dessus. Mais au niveau du président Compaoré, j'ai parlé de la même chose pour montrer que nous sommes arrivés à un stade où il faut vraiment une paix des braves. Il faut profiter de cette occasion pour permettre au pays de sortir de toutes ces crises qu'il vit. C'est là aussi qu'on reconnaît les grands hommes d'État. Mais pendant que je parlais, il m'a apporté les preuves matérielles, que la main tendue, la main qu'il avait tendue, n'est plus ballante. Donc, c'est un motif de satisfaction pour dire que ça peut être à la base d'un sursaut extraordinaire. Si à ce niveau aussi, les chefs d'État apportent leur concours à cette œuvre nationale, c'est vraiment le pays qui sort gagnant. D'accord, on l'a dit, Herman Yamego était un acteur majeur de la scène politique nationale. On l'a comme convoqué du jour. Juge Bougman, qu'est-ce que vous avez comme verdict au terme de ce qu'on a entendu comme témoignage et réponse? Bon, je voudrais lui concéder mon verdict parce qu'il dit qu'il a un appel. Et moi j'attends des pieds fermes ce qu'il voulait dire à la fin de l'émission. D'accord, donc on vous donne le dernier mot. Vous m'avez forcé à avancer sur l'appel. C'est ce que je voulais dire. D'accord. C'est ce que je voulais dire parce que à la fin de cet entretien-là, moi je suis revenu très heureux d'Abidjan parce que des choses que je n'entendais pas, j'ai entendu. Pour moi, bon, j'attends peut-être que les premiers intéressés s'expriment là-dessus. Bon, mais moi, c'est une note d'espérance de voir que cette main tendue n'est plus ballante, de voir que quelque chose déjà peut être fait à ce niveau-là pour renforcer davantage la politique d'État. Donc, je me dis que au niveau du président Kaboré, c'est une occasion exceptionnelle pour lui d'engager un processus qui soit dégagé des pressions politiques, des calculs politiques. C'est une occasion en or pour la nation
et pour lui-même. Or, on constate ça aujourd'hui. Nous avons l'habitude au Burkina Faso, toute action qui vient et tout cela, elle est infiltrée, elle est téléguidée, il faut tout ça, c'est le propre du Burkina Faso. Mais lui là, au stade où on est aujourd'hui, avec tout le problème là, il faut qu'il émerge de toutes ces données là pour conduire la réconciliation dans la ligne qu'il a tracée. D'accord. Vous nous dites qu'ils se sont parlé directement, quoi. Bon, moi j'ai dit que j'attends que les premiers intéressés se prononcent là-dessus. Mais moi en tout cas je suis revenu très conforté par rapport au processus qui a. Merci Maître Herman Yamego. Je rappelle que vous êtes président de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Avec justement cette convocation, on a pu avoir votre part de vérité sur la question de la réconciliation nationale. Une fois de plus, merci d'avoir honoré cette convocation-là. Merci également au juge au siège pour les clés de lecture. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités à juger. Excellente journée.